une belle matinée d'été, Marie-Pierre. Et oui, Nicolas, tout le monde a pu voir le soleil se lever, excepté là où les brouillards se sont formés, comme dans la région rennaise ou sur les Ardennes. Mais ça va vite se dissiper. C'est vrai que vous pouvez encore profiter d'une fraîcheur matinale, si vous n'aimez pas trop la chaleur. Je suis en train de désherber du riz. Première fois qu'on cultive du riz à la ferme du Bec et Loing. Je ne sais pas du tout si ça a marché, mais déjà il a levé, c'est déjà ça. Alors c'est pas du riz tropical, c'est une vieille variété russe. C'est un essai. Je crois que c'est le côté expérimental qui nous amuse beaucoup en fait. Parce que quand tu sais faire quelque chose, c'est moins drôle. Ce qu'on pratique nous ici, c'est vraiment une agriculture de la connaissance. C'est des années et des années d'apprentissage du milieu dans lequel tu évolues, des plantes, de la façon dont elles réagissent, vraiment les connaître. Et en fait, c'est passionnant parce que tu rentres dans une analyse, une logique, une intelligence de la nature qui, au quotidien, fait vraiment que tu évolues avec les plantes, tu comprends mieux. Et quoi qu'on en pense, ça n'est jamais pareil. En Normandie, dans la vallée du Bec et Loing, il existe une ferme où des maraîchers s'interrogent sans cesse sur d'autres manières de cultiver la terre. Depuis bientôt 18 ans, Charles et Perrine Hervé Gruyé ont développé ici tous les grands principes d'une agriculture bio-inspirée. Ils ont dessiné, planté et aménagé des jardins. Sur cet espace, ils ont imaginé une sorte de dialogue permanent avec la nature. En retour, la nature est devenue particulièrement généreuse. C'est l'histoire d'un couple qui voulait changer de vie et qui est en train de changer notre regard sur le rapport à la terre. C'est comme l'année dernière, c'est le plus haut et c'est celui qui ne verse pas. Et il est bien épargné. Il est bien épargné cette année. Et je trouve qu'il est intéressant parce qu'il a une jolie couleur. C'est le premier que j'ai protégé parce que c'était le premier qui était attaqué par les oiseaux, mais finalement il s'en sort bien. Bien qu'il soit très haut sur pattes, il ne verse pas celui-là. Ouais. Intéressant. Il y a des épis, tu vois, ils sont vraiment pas loin. Ouais. À suivre de près. Quand on s'est installé ici en 2003, ça ne ressemblait en rien. Il y avait une petite chaumière perdue dans un pré. La rivière, c'est une sorte de canal vaseux enfoncé au fond d'un fossé. Et il n'y avait rien de tout ça. Par chance, il y avait quelques pommiers quand même. Il y avait quelques pommiers, mais c'est vrai que pendant les 15 années suivantes, on a travaillé comme des malades, comme des tarés, pour que ce lieu réponde à notre vision. À l'opposé des méthodes de la monoculture, leur vision a consisté à imiter la nature, à créer des forêts-jardins et à favoriser le développement des écosystèmes. Ils ont creusé des mares et construit des haies. Ils ont nourri le sol. Et ils ont conçu un savant mélange où les végétaux cohabitent pour mieux s'entraider. Au fil des années, cette mixité foisonnante a démontré son efficacité. La production est devenue de plus en plus abondante et la biodiversité a trouvé ici un nouveau lieu d'accueil. Les framboises ont l'air pas mal, Perrine. Très bien. Et là, tu veux goûter le cassis, s'il est bon? Hop. Commence à être pas mal. Quand on a découvert la permaculture, c'est
l'un des concepts qui nous a le plus marqué, je crois. Et de ce fait, très vite, on a implanté plusieurs forêts-jardins sur la ferme. Et c'est pour nous l'un des métiers d'avenir de l'agriculture. Alors on a donné un nom à ce métier, c'est le métier de sylvanier, la personne qui s'occupe de la forêt-jardin. Ou sylvanière. Ou sylvanière pour le coup. La forêt-jardin, c'est une forme d'agriculture qui vient des régions tropicales du globe. Et là-bas, il y a des lianes qui montent à l'assaut des troncs. Et donc, on peut, nous, mettre des lianes qui vont grimper sur les troncs. En l'occurrence, voilà une mûre géante qui grimpe sur un cerisier. On va avoir, quand le cerisier sera à maturité, des cerises, et puis 10 kilos de mûres. Et puis en dessous, on tombe sur des rhubarbes ou de l'angélique. Donc, à tous les étages, on crée de la valeur. Et tout ça, avec zéro travail du sol, pas d'engrais, pas d'arrosage, etc. Donc c'est vraiment un système qui concilie la performance écologique, la performance économique, et qui a beaucoup de sens à notre époque de réchauffement climatique. J'ai pas vraiment mis les mains dans la terre avant d'arriver dans cette vallée du Bec-et-Loing. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études de droit international, et je suis partie travailler à l'étranger. Donc, j'ai fait toute ma première vie, ma première carrière au Japon et puis en Chine, à Hong Kong, en tant que juriste international. Je voyais l'ampleur de ce qu'il y avait à faire dans cet espace, et je suis rentrée un petit peu par obligation pour aider Charles, et après, je me suis laissée happer. Et je me suis découvert une réelle passion pour l'agriculture. C'est un monde fabuleux. Moi, je suis né à Paris, mais j'aspirais à explorer une sorte d'intimité avec la nature. Et ça m'a poussé à apprendre la mer, en fait. Et comme j'étais éducateur, j'ai souhaité en faire profiter les jeunes en difficulté avec qui je travaillais. Et c'est une aventure qui a duré 22 ans. Donc j'ai eu 3 bateaux-écoles successifs, dont le dernier, Fleur de l'Empole, nous a menés autour du monde. Et pendant 15 années, sur ces 22 années, on est parti se mettre à l'école des peuples premiers pour justement s'immerger avec eux dans des territoires très divers tout autour du monde et essayer de percevoir quelque chose de cette intimité qu'ils ont avec la nature. J'étais très conscient des problèmes environnementaux de la planète parce que j'avais vu la planète se dégrader. Et du coup, je souhaitais inconsciemment, je crois, à l'époque, vivre en harmonie avec la Terre, mais chercher des solutions aussi. Je crois qu'il y a une différence majeure entre ce que nous faisons ici et ce qu'ont pu faire certaines personnes dans l'agriculture dite intensive depuis un demi-siècle. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'agriculture industrielle? On a considéré le sol comme un substrat. Donc, on a fait fi de ce qui se passait au niveau du sol. On a regardé que ce qui se passait au-dessus, c'est-à-dire le végétal. Et cette obsession pour le végétal, elle a été létale, réellement. Fort heureusement, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui reviennent sur ces pratiques. Et de plus en plus, je pense qu'on va aller vers ce type de logique. Se focaliser à nouveau sur le sol, lui rendre toute son importance qui est déterminante. Le végétal est le fabuleux produit du sol. C'est génial, le végétal. Mais l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. On a installé pour l'instant du haricot. Ce qui est super intéressant dans cette plante, c'est qu'on appelle ça des fixatrices d'azote. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui ont la capacité de capter l'azote de l'air et de le rassembler en quelque sorte au niveau de leur système racinaire. Et c'est ça le fuel essentiel à la fois des plantes, mais surtout de quelqu'un d'autre qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire la faune du sol, les micro-organismes du sol, les bonnes bactéries et les bons champignons de sol. C'est de ça dont ils se nourrissent. Et eux sont essentiels parce que c'est grâce à leur action que les plantes vont pouvoir assimiler tous les nutriments du sol. Et c'est toujours une espèce de double fonction qu'on recherche selon les principes de permaculture. Tu vois, quand on implante un élément dans un système, on ne lui donne jamais qu'une seule fonction. Il est toujours multifonction.
Et c'est ce qu'on cherche à faire ici aujourd'hui sur ces buts. Les techniques utilisées et les résultats obtenus ici ont fini par susciter la curiosité de certains agronomes. Allons-y. Ça fait du bien d'avoir du soleil. Ouais, c'est agréable. J'y croyais pas tellement ce matin tôt. Et les toutous? Le premier scientifique à s'être intéressé à cette aventure, c'est François Léger, un enseignant-chercheur en agroécologie. Il enseigne à AgroParisTech et travaille pour l'INRA. Voilà le riz du Bec et Loing. Ça me rappelle Bali. Du riz en Normandie. Et après, on dira qu'il n'y a pas de changement climatique. Observant les méthodes utilisées sur cette ferme, François Léger leur a proposé de mener une étude pour quantifier la productivité sur une surface de 1000 mètres carrés. Non, mais je pense que si je le démarre Parce que là, plutôt sous abri et que je le abri, et repique. puis dès que tu as passé le 8 mai, pouf, Ouais. je repique. Ouais. Dans ces discussions avec Charles, l'idée était venue assez rapidement qu'on pouvait arriver dans des systèmes bio-intensifs tels que celui pratiqué ici, à produire sur une très petite surface, donc c'était l'idée des 1000 mètres carrés, suffisamment pour qu'une personne se rémunère. On a eu une première année un peu de test, et puis après on s'est lancé pendant 3 ans où en fait, moi je ne faisais pas grand-chose pour être honnête. J'avais aidé à définir un protocole de mesure, et c'est tous les gens qui travaillaient au bec qui ont fait les mesures. On avait quand même des données assez précises sur les temps de travaux, les pics de travaux, les moments où il ne fallait pas être tout seul, etc. Donc toute une série d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, au bout de 3 ans, on a montré qu'on pouvait payer une personne avec 1000 mètres carrés, autour de entre 1200 et 1500 euros mensuels, dans le meilleur des cas, ce qui correspond à la moyenne haute des fermes maraîchères telles que référencées par les chambres d'agriculture, dont les surfaces et les investissements sont beaucoup plus importants. Ni Perrine ni moi n'avons le moins de bagages de formation agricole. On n'est pas agronome pour dessous. Et la première parcelle étudiée pendant près de 4 ans ne faisait que 1000 mètres carrés. C'est une crotte de mouche sur la carte de la France agricole. Et en même temps, ça a exercé une profonde influence sur le monde agricole, puisque maintenant 80% des projets de création de fermes maraîchères bio s'inspirent de ce concept de micro-ferme permaculturelle. Donc on peut être tout petit et contribuer à faire avancer ces questions, ce qui est plutôt encourageant. Alors, allez-y, n'hésitez pas à avancer. Alors je vous invite à bien marcher dans les allées, s'il vous plaît, ne pas marcher là où il y a des cultures. On va attendre que tout le monde arrive. La petite graine plantée à la ferme du Bec et Loing a fait des émules et attiré de nombreux candidats maraîchers, aussi bien professionnels qu'amateurs. Mon obsession, c'est ce paillage, il est là pour protéger les buts des UV. Régulièrement, Charles et Perrine organisent des journées d'initiation à la permaculture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça attire du monde. De Bretagne comme du sud de la France, de Belgique et même de Suisse, ce jour-là, quelques 70 personnes sont venues les écouter, avec une attention toute particulière. On repique des dizaines de milliers de plants par an. Et pareil, je me souviens qu'une fois, j'ai eu une prise de conscience. Il y avait une planche de mâche qu'un stagiaire avait repiquée. Alors au début, il y avait 7 rangs de mâche. Puis après, je sais pas, cette personne avait peut-être été distraite, il n'y avait plus que 5 rangs. Et là, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais entre 5 rangs et 7 rangs, il y a 40% de différence. Et du coup, j'ai été dans l'atelier, et puis j'ai fait ça, cette espèce de plaque gabarit qui sert à faire les trous pour le repiquage. On repique en quinconce, parce que vous pouvez gagner quasiment 20% de plants en plus à espacement égal quand c'est en quinconce. Et là, l'intérêt de ce truc-là, c'est que, pareil, c'est un truc qui te coûte 2 balles et 2 heures de boulot. Eh bien, on la positionne. Il faut une certaine hygrométrie pour que les trous tiennent bien et ne se rebougent pas. Et hop, j'ai fait tous mes trous d'un coup, au millimètre près. Depuis qu'ils ont initié ces formations,
Charles et Perrine ont accueilli plus de 5000 personnes curieuses de découvrir la simplicité de leur technique, mais aussi de partager leur philosophie de résilience. Je suis en pleine réflexion, qu'il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et je suis en pleine réflexion sur la planète, comment ça avance, cette notion d'autonomie et tout ça. Et du coup, c'est un peu ce que je suis venu chercher, des inspirations, des idées, des choses pour voir comment demain on va pouvoir s'en sortir. J'ai juste envie de faire en fait. On est assis toute la journée devant un écran d'ordinateur. On touche des touches et il se passe quelque chose quelque part et en fait on fait rien quoi. On fabrique rien et ça manque. Donc moi ça passe par mettre une graine, attendre, parce qu'en fait il faut attendre, ça se passe pas comme ça, il faut qu'elle pousse, puis ensuite il faut en prendre soin et puis si ça veut bien, elle nous donne quelque chose quoi. Ça me fait du bien. Aujourd'hui, j'ai un salaire, mais si demain les grandes surfaces ne sont plus alimentées, quoi que ce soit, je suis incapable de me nourrir quoi, par mes propres moyens. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce que je recherche, aller tendre vers l'autonomie, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, je ne peux pas prétendre être autonome, loin de là, parce que c'est beaucoup de choses, mais du moins y tendre, le partager autour de moi, essayer d'éveiller les consciences et que, d'une manière générale, ça s'améliore, quoi. Dans le sillage d'AgroParisTech et de l'INRA, d'autres experts se sont intéressés à cette ferme pas tout à fait comme les autres. Donc là, c'est une abeille domestique, donc Apis mellifera. C'est l'abeille de nos ruches. Nicolas Verreken est titulaire de la chaire d'agroécologie à l'Université libre de Bruxelles. C'est surtout le spécialiste des abeilles. Mais ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les abeilles domestiques qui vivent dans les ruches et qui font le miel. Ses recherches portent sur tous les autres insectes pollinisateurs. La ferme du Bec-et-Loing est devenue pour lui un observatoire privilégié de l'évolution des écosystèmes. Et donc là, on a un bourdon. Alors c'est un mâle de bourdon, donc les mâles de bourdon ne piquent pas. Et c'est un mâle du bourdon des jardins, Bombus hortorum, qui est une espèce qu'on trouve dans des zones relativement bien aménagées. C'est une espèce qui est en voie de disparition dans toute une série de pays en Europe. Et donc on l'a trouvé ici aussi régulièrement à la ferme du Bec-et-Loing. Donc ça c'est une petite abeille coucou qui appartient au genre Sphecodes. C'est un petit peu barbare comme nom. Une abeille coucou, pourquoi? C'est comme l'oiseau, le coucou. C'est-à-dire qu'elle va aller pondre ses œufs dans les nids d'autres espèces. Donc ici on a encore une autre espèce de bourdon. Donc plusieurs espèces de bourdons qui occupent la ferme. Et ici on a un bourdon des champs, qui est aussi une espèce relativement commune. C'est pas loin de 8 à 9 espèces de bourdons différentes qu'on a pu observer sur la ferme. Et plusieurs dizaines d'espèces d'abeilles sauvages, y compris certaines qui ont des écologies très très particulières et qui ont des besoins très spécifiques en termes de fleurs notamment. Il est possible aujourd'hui de combiner de la production agricole avec de la conservation de la biodiversité, et pas seulement de la biodiversité pour la biodiversité, mais une partie de la biodiversité qui est tout à fait intimement fonctionnelle pour l'agriculture. Donc l'agriculture bénéficie de cette composante de la biodiversité. Parce que si on arrive à démontrer que tu as plus de nutriments dans des légumes qui poussent de manière très naturelle, tout à fait, ouais. C'est toujours un argument de plus, Oui. ça. Et aussi ceux qui sont cultivés en association culturelle, par exemple, tu vois. Ouais. Je pense que là, il y a vraiment des pistes à creuser. Ouais, super. Tu vois, on a fait une mini petite forêt jardin tropical, dont on est très fiers et qui nous amuse beaucoup, avec figues, bananes, des agrumes et puis beaucoup de fleurs sur tes conseils pour faire rentrer les pollinisateurs. On a mis des jasmins et il y a aussi des fleurs dans le milieu de la serre pour attirer les petites bébêtes. Ça, c'est une super initiative parce que c'est vrai que s'autonomiser par rapport à ces bourdons qui sont essentiels en fait pour la pollinisation des plantes ici en serre, c'est un défi majeur. Et on a besoin d'exemples pour montrer que ça marche.
pour que d'autres producteurs aussi se lancent dans l'aventure? Bah avant, on achetait des ruches de bourdon. Et puis tu nous as dit que c'était débile parce que c'était néfaste pour les colonies. Tiens, regarde. C'est des grands systèmes d'élevage. Et en fait, qui dit grand système d'élevage dit souvent aussi émergence de maladies. D'accord. Et il y a toute une littérature scientifique à ce sujet qui montre que ces bourdons d'élevage, effectivement, ont ramené des maladies un peu partout, aux quatre coins du monde. Ah ouais. Donc il faut vraiment passer à un autre système. D'accord. Pour étendre le champ des possibles, Perrine et Charles font appel à l'expérience des anciens et au savoir d'aujourd'hui. Cette quête de méthodes simples, utilisant le moins d'énergie fossile, pourrait faire penser à une image d'un autre temps. Mais pour eux, face au dérèglement climatique et à ses incidences, le passé pourrait bien se conjuguer au futur. Alors inlassablement, ils tentent de démontrer au fil des saisons que les chemins de traverse ne sont pas forcément des impasses. C'est pour qui les pommes? C'est pour qui la bonne pomme? C'est pour qui? C'est pour mon âne. Et celle-là? C'est pour ma jument? Ah oui. On va aller ramasser les patates. Ok? T'as de l'énergie? Hop là. Hop là. Il y en a qui partent au boulot avec leur voiture. Puis ben nous, on a ces gestes séculaires. Et j'aime bien. Et j'aime à penser qu'elle aime bien aussi. Mais peut-être que je me fais des illusions. Qu'est-ce que t'en penses, Swan? Allez, 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 c'est bien, c'est bien. Ah là, regarde, là, il y en a de la bleue. Il y en a de la vitelotte. Il y en a de la vitelotte. Notre vieux monde, il est en train de mourir. On consomme 2 planètes et demie. Or, on n'en a qu'une. Donc, on ne peut pas vivre longtemps comme ça. Donc, pour Perrine et moi, la question de la résilience, c'est produire de la nourriture de qualité, sans pétrole, sans énergie fossile. On ne peut plus continuer à détruire la planète pour produire la nourriture. Donc, une agriculture résiliente, c'est une agriculture qui nourrit les êtres humains, mais qui contribue à restaurer les équilibres de la planète, qui contribue à guérir la Terre. Prendre soin de la Terre, c'est avoir les mains dedans et imaginer des solutions alternatives aux modèles existants. Aujourd'hui, ils s'intéressent tout particulièrement à une autre manière de cultiver des céréales sur de petites surfaces. Accompagnés par des chercheurs de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ils viennent de se lancer dans un programme de culture du blé jardiné. C'est du blé que l'on traite, on va dire, quasiment comme une plante potagère, qu'on mettrait dans la serre ou autre, qu'on bichonne, on prépare très bien le sol et on espace beaucoup pour espérer avoir des rendements assez intéressants. C'est comme ça que faisaient les anciens, c'est ce qu'on a retrouvé un petit peu dans la littérature, et donc on essaye différents itinéraires techniques pour voir ce qui est le plus probant. Le blé jardiné, c'est une manière de cultiver le blé qui est, je dirais, complètement tombée dans l'oubli, puisqu'on pense que c'est comme ça que cultivaient les Égyptiens, les Romains, des paysans il y a très 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 longtemps, mais c'est complètement, ça a été complètement oublié, c'est sorti de la mémoire collective. On a semé les blés dans des plaques de semis et on les a laissés là à peu près 1 mois pousser tranquillement à l'abri. Et puis maintenant on les implante, ils sont déjà bien grands. Ils ont déjà bien commencé à taler, c'est-à-dire là il y a un seul grain, mais néanmoins j'ai déjà 4, 5, 6 tiges. Le talage, c'est la faculté d'un seul grain à te donner plusieurs tiges et beaucoup d'épis.
Ici, on est dans ce qu'on appelle un verger maraîcher. C'est tout simple, hein, il y a un verger et il y a des parcelles maraîchères. C'est-à-dire qu'il y a une alliance des arbres et des plantes annuelles. Et c'est un système qui était la norme autrefois et qui a été oublié avec l'agriculture industrielle parce que les machines n'aiment pas les arbres. Et nous, on adore les arbres, donc avec nos mains, on peut tout à fait retrouver ces associations qui sont efficaces. Parce que l'arbre apporte le microclimat, la matière organique, il remonte les sels minéraux, il abrite les auxiliaires. Et puis, quand on fertilise en dessous, quand on arrose en dessous les cultures, eh ben, l'arbre en profite aussi. Et puis du coup, quand tu travailles, si tu as un petit creux et que c'est la saison, tu as l'abri et les vivres. Pour entretenir ces cultures réparties sur 5 hectares et assurer toute la production, leur seule énergie n'aurait pas suffi. Alors ils ont engagé du monde et ont eu jusqu'à 6 salariés. Ils ont commercialisé leur production en circuit court, ainsi qu'auprès de restaurants gastronomiques. Les commandes ont afflué, la micro-ferme a connu un véritable succès. Mais plutôt que de continuer sur cette lancée, Perrine et Charles changent d'objectif pour revenir à leur rêve initial. Ils ont décidé de réduire la production et l'activité économique, mais pas la diversité des végétaux. La ferme du Bec-et-Loing, pour moi, c'est un lieu de production de connaissances, et voulu comme tel. Je ne pense pas que Charles et Perrine avaient envie d'être maraîchers pour vivre de la vente de légumes toute leur vie. Ils avaient envie d'être maraîchers pour montrer qu'on pouvait l'être, en quelque sorte, pouvait en vivre. C'est cette idée d'un autre monde est possible, et on vous montre que c'est possible, pas par le discours, mais par l'action. Aujourd'hui, la transition de la ferme du Bec-et-Loing est en train de s'opérer, tranquillement mais sûrement. L'activité de commercialisation va être quasiment arrêtée pour libérer tout ce temps pour la recherche et l'expérimentation. Qu'est-ce que ça regarde si on prouve qu'on fait encore 500 kilos de carottes de plus chaque année? Ça n'a pas grand intérêt en soi. Mais ce qui pour nous semble essentiel aujourd'hui et surtout pour demain, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de montrer qu'on peut créer des petites entités vivrières, donc une petite ferme, une micro-ferme, une ferme sur petite surface, qui produisent beaucoup de nourriture, qui soient en capacité de nourrir le territoire là où elle est localisée, avec tout ce que le commun des mortels veut avoir dans une assiette équilibrée. Les thématiques sur lesquelles on bosse, elles sont, je dirais, trop avant-gardistes pour que les institutions s'y intéressent vraiment. Et en même temps, on a la chance de pouvoir travailler en partenariat avec ces institutions, avec ces chercheurs. À présent, ils ne sont plus que tous les deux pour assumer ce risque et tenter des expériences sans être certains de trouver. Mais tu vois, il n'y a pas que toi qui bosses, hein. Invariablement, ils adaptent les recettes d'hier avec les pratiques d'aujourd'hui pour mieux produire tout en prenant grand soin du sol. Je suis en train de préparer l'île jardin pour l'hiver. Donc nous, en hiver, on se couvre. Et le sol, c'est pareil, il est vivant. Donc je rajoute ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du bois broyé, quoi, du BRF, pour couvrir le sol. Les paillis, c'est vraiment un élément fondamental parce que dans la nature, le sol n'est jamais à nu. Et nous, on imite la nature. Donc on veut toujours couvrir le sol, dans toute la mesure du possible. Et en fait, le paillis, comme ça, remplit plein de fonctions très importantes. D'abord, c'est une nourriture pour le sol, parce que c'est une forme de compostage en place, donc il n'y a pas de perte de nutriments, c'est assez rapide à installer, et en se décomposant, le paillis va devenir du compost.
et puis ça limite beaucoup le désherbage. Et du coup, le mélange de plantes vertes, de leurs racines, de paillets en surface, fait que mon sol va être très riche et très meuble au printemps pour redémarrer ma saison. Nous, on n'a rien de chercheurs, hein. On est peut-être des têtes chercheuses dans notre domaine d'activité parce qu'on est des curieux. On est vraiment des paysans, mais des paysans à l'écoute, je pense, de leur milieu et avec une intelligence de la vie. Quand je dis intelligence, c'est un respect et un sens de l'observation, en fait, de la vie et des phénomènes qui interviennent sur notre ferme. Donc clairement, pour moi, nous sommes des paysans. Et très contents de l'être. Lâche. C'est parce que je veux regarder s'il tête. Ah non, ça a l'air d'aller. Tête. Non, ça va. Non, ça va. Allez. Au mois de décembre, lorsque les feuilles mortes tapissent le sol, c'est le moment idéal pour ausculter les arbres dénudés. Il y a des sureaux, il y a des camomilles. Toujours ouvert à la rencontre, Charles et Perrine accueillent des élèves qui préparent un bac pro de gestion des milieux naturels. Ça, c'est la pousse de l'année passée. Ici, on va faire une coupe. Accompagnés de leurs professeurs, ces jeunes sont venus s'exercer à la taille sur des arbres fruitiers. Pour Perrine, ces travaux pratiques sont aussi une occasion d'approfondir ses propres connaissances. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour le rééquilibrer? En vrai, je supprimerais cette branche-là. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc il y a une branche âgée qui a 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Ah, donc celui-ci, tu peux l'éliminer. Hein, et celui qui est complètement à droite, tu peux l'éliminer aussi. Voilà. Ah bah en plus, il était sec. Et en plus, il est sec. Donc ton sécateur dans l'autre sens, hein, la contre-lame sur la partie qui s'en va. Okay. Et la lame sur la partie qui reste. Voilà, on coupe bien pour pas que ce soit en tension, pour pas qu'il y ait de déchirure. J'ai trouvé ça vachement intéressant comme apprentissage, quoi. Ça change de l'école. La plante, elle est attaquée en permanence. Oui. Elle est attaquée sur le feuillage, elle est attaquée sur le bourgeon. C'est insecte, oui. Voilà. Et c'est la plante qui va mettre des stratégies en place, mais ça, elle le fait depuis la nuit des temps, pour justement contrecarrer toutes ces attaques. Cette vie un peu à l'écart de l'agitation ne fait pas d'eux des personnes isolées. Pour ces paysans chercheurs, chaque jour apporte un nouveau projet à imaginer, une nouvelle idée à concrétiser. Je coupe un châtaignier, un jeune châtaignier pour faire une petite cabane en fait, pour mettre des oies. Donc c'est une commande de Perrine, alors il faut respecter ses souhaits, faire plaisir à sa femme. Donc je vais faire à la fois la charpente et les bardeaux, c'est-à-dire les tuiles en bois qui vont couvrir le toit. On n'est pas du tout dans une démarche d'autosuffisance absolue, hein. C'est pas du tout un dogme pour nous, on n'est pas du tout survivaliste, quoi. Mais en même temps, plutôt que d'acheter des matériaux industriels, des grosses machines qui viennent du bout du monde, apprendre à faire avec les ressources biologiques locales, c'est-à-dire ce qui pousse, ce qui vit autour de chez nous, je pense que c'est une démarche d'avenir. Il me semble que la réalité de l'autosuffisance aujourd'hui, ça n'est pas du tout synonyme d'autarcie. Par définition, on reste des consommateurs, on a des ordinateurs, nos enfants ne sont pas du tout coupés des réalités du monde de leur âge, elles ont des téléphones portables. C'est compliqué, je pense, de s'affranchir totalement de la civilisation et je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable. Il y a peut-être un côté écomusée, sauf qu'on le fait pour de vrai, quoi. Et on le vit.
Et puis en même temps, il y a toute cette connexion au monde de la recherche qui fait qu'on a la joie de travailler avec nos petites pattes, avec nos mains, et puis faire travailler un peu les quelques neurones qui nous restent, quoi. Donc c'est une démarche globale. Il y a une part d'émotion, il y a une part d'engagement physique, il y a une part de recherche intellectuelle. Il y a une reliance à la communauté des humains, parce qu'on interagit avec beaucoup de gens. Et puis, il y a même une part spirituelle, parce que c'est prendre soin de la vie. C'est une histoire d'amour, quelque part. Je t'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, là. Un peu. Ça va, quand même? Ça va. Ça a du mal à progresser. Ah oui, là, c'est trop, là. Aujourd'hui, je comprends qu'on a une histoire, on a un bagage derrière nous, le parcours sur lequel nous avons cheminé avec beaucoup d'heures et de malheurs, hein, les deux. En fait, on a mis le doigt sur quelque chose, on a fait notre propre synthèse, et je crois qu'on a surtout ouvert le champ des possibles pour de nombreuses personnes qui voulaient pratiquer une agriculture qui leur ressemblait. On ne dit pas aujourd'hui, faites plein de petites fermes du bec et loin partout. C'est pas ça le discours. C'est sortez du cadre, utilisez les principes de la permaculture et faites un lieu qui vous ressemble, mais qui sera efficace économiquement, en termes de productivité, bien évidemment. Là, on prépare la fin de l'hiver et le printemps. C'est une période un petit peu délicate, donc on essaye d'implanter des légumes à cycle court. Typiquement, là, je viens de semer du chou chinois, qui va en 1 mois et demi, 2 mois peut-être en cette saison, nous donner quelque chose d'intéressant. Et comme il y a peu d'amplitude de lumière, eh bien, la photosynthèse se fait moins, donc les légumes poussent plus lentement. Donc cette période-là est complexe. C'est assez rigolo de voir comment les gens fantasment le métier de maraîcher ou de maraîchère. Parce qu'on a une vision, on est dans un jardin. Alors le jardin, de tout temps, c'était des lieux heureux, quoi. Paradis, Éden, ça voulait dire jardin en ancien persan. Donc les gens se disent, si je deviens maraîcher, je vais être très heureux dans mon jardin. Or, c'est le métier le plus dur de l'agriculture. Et souvent, les gens déchantent après de voir la réalité de ce métier, les difficultés. Difficultés à générer un revenu décent, difficultés à trouver des clients, etc. Donc, entre le rêve et la réalité de cette profession, il y a un abysse. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais il faut être conscient du fait qu'il y a un abysse. La prise du statut de paysan, c'est un véritable parcours du combattant en France, hein. C'est très complexe, surtout pour les néo-ruraux. Parce qu'aujourd'hui, chaque étape est une étape longue, complexe, que ce soit la recherche du foncier, que ce soit la prise du statut, etc. Ça ne veut pas dire que les gens n'y arrivent pas, mais c'est long. Il faut tabler sur ne serait-ce que 2 années purement pour l'installation, avec tous les délais administratifs et autres. C'est 2 années purement pour l'installation. Ce à quoi il faut ajouter le laps de temps nécessaire à se former, qui est déterminant en fait. Après, il y a tout le rêve, et le rêve n'est pas du tout effacé par tout ce que je viens de dire. Les difficultés ne brisent pas le rêve. Simplement, plus le rêve est fou, plus il faut y aller préparer, et plus on a envie de rêver, plus il faut être au fait des difficultés de ce métier. Tous ceux qui souhaitent devenir paysans ne vont pas forcément pousser le concept d'autosuffisance aussi loin que Perrine et Charles. Mais la renommée de ce couple a dépassé les frontières. Ce jour de janvier, l'exemple de la petite ferme normande fait l'objet d'une présentation internationale par visioconférence.
Hello everyone, and welcome to this session on the importance of design for a small-scale farm. My name is Robert Fraser. I'm a livestock farmer from Herefordshire in the UK. Apparemment, il y a 5500 personnes là, du monde entier qui donc suivent cette conférence qui est très connue en Angleterre. Hein, c'est Oxford Real Farming Conference. En gros, c'est en France, tu as le salon de l'agriculture. C'est comme si tu avais un salon de l'agriculture bio ou alternatif. C'est un petit peu ça, en fait. Cette conférence, elle est super connue. Il y a des gens du monde entier. Je l'ai faite physiquement il y a 2 ans, donc je suis allée à Oxford. C'était absolument génial parce que tu rencontres plein de gens, il y a plein d'idées qui tournent dans tous les sens. Et là, tu vois, ils ont un succès énorme, même s'ils ne peuvent pas la faire physiquement. On touche énormément de monde, finalement, comme ça, en vidéoconférence. Merci beaucoup, Robert. That was quite an introduction. Thank you so much. So that's where we started. I'm in 2005. So on the top left of the picture, you can see the house, which was not a farm before. Nothing used to be a farm where we are. It was just a house, a thatch roof house. And a few years later, that's what it became. You know, this is the main heart of the farm. The main heart of the farm that we see here on the picture is 1.3 hectares. So it is very important to make sure that your design is going to fit your needs as a professional, but it's going to fit also the needs in terms of biodiversity, in terms of windbreak, in terms of sun penetration into the system. Attendez les chiens, poussez-vous. Enlève les bottes. Hop. Plus les années passent, plus j'admire Perrine. Elle a une énergie juste dingue. Elle a une générosité, mais sans limite. Quoi qu'elle fasse, elle donne tout. Je crois qu'on est tous les deux des rêveurs pragmatiques et qu'on est très complémentaires, mais on a quand même aussi quelques forces en commun. Par exemple, on est des teigneux. C'est-à-dire qu'on lâche pas le morceau. Hey, le pain de la ferme. Pas beau? Allez, bon up. Alors évidemment, on se prend pas pour les sauveurs du monde, mais on a quand même un sentiment de responsabilité et ça ne nous laisse pas en repos. C'est un défaut aussi. Hein. On peut pas buller zen dans notre ferme. On est habité par ce sentiment du fait qu'on veut laisser un beau monde à nos gosses, quoi. Et du coup, il faut y aller. Au sortir de l'hiver, c'est le moment où il faut organiser la reprise des différents cycles de culture. Évidemment, pour eux, cette organisation doit être aussi harmonieuse qu'abondante. Les plaques de semis, préparées quelques mois plus tôt, commencent à ressembler à de minuscules plants qui doivent encore être protégés. Alors voilà un vulgaire tas de fumier qui cache bien son jeu, parce que c'est ce qu'on appelle une couche chaude. Et pour nous, c'est extrêmement précieux. Parce qu'en fait, le fumier chauffe en se décomposant. C'est une sorte de radiateur biologique qui peut monter à 60 degrés pendant quelques jours quand on la reforme. Là, je fais que la recharger, donc je vais avoir une chauffe moins importante. Et après, pendant un mois et demi, on va avoir une chaleur qui va passer, mettons, au cœur, hein, de 50 degrés à 20 degrés progressivement. Et les légumes poussent bien quand ils ont une terre qui dépasse 10 degrés, 10, 20 degrés. Donc nous, on l'utilise surtout pour nos légumes primeurs et pour les cultures d'été, qui sont très exigeantes en chaleur. Cette source de chaleur que nous offre le compost permet de démarrer beaucoup plus tôt. Les maraîchers parisiens du 19e, ils avaient des melons en avril. Ils avaient des salades toute l'année. Ils avaient des fraises en avril. C'était incroyablement précoce. Et nous, avec la serre, avec le microclimat qu'offre la serre, c'est presque comme si on était au Maroc, quoi, comme climat. Ça nous permet de produire en toute saison des légumes de qualité,
Alors les gens nous disent parfois, oui, mais la serre, c'est du plastique. Bah oui, c'est sûr, mais on mange toute l'année, quoi. Donc c'est ça, ou alors avoir des serres en plastique en Hollande ou en Espagne, chauffées, et des camions sur les autoroutes. Nous, on préfère produire localement. Et puis peut-être qu'un jour, on trouvera des alternatives au plastique. Le seigle, il est pas jaune. Non. On met 0 ? 0, ouais. Ok. Fourniture 3. Ouais. Trous. Alors, des trous. 1. 2. 3. C'est jour de contrôle à la ferme. Et donc celui-là, c'est le mélange. Alexandre Joannon et Antoine Marin, chercheurs à l'INRAE, sont venus effectuer des relevés sur l'évolution des plants de céréales repiqués à la fin du mois de septembre. Chaque parcelle d'essai de blé jardiné doit être analysée en fonction du choix des semences, du sol, de l'ensoleillement ou des vents dominants. Donc non, il n'y a pas de trou, non, il est bien celui-là. Mais alors c'est vrai, regarde, hein, la diversité entre ça et ça. Ici, avec semi-repiquage, moi, c'est la première fois que je vois ça. J'en avais eu connaissance à travers des écrits du passé, mais c'est la première fois que je le vois. Je dirais que ça se présente bien, voilà, pour l'instant. Après, on voit qu'il y a de l'hétérogénéité. C'est plutôt normal parce qu'on cultive ici des variétés qu'on appelle des variétés population, donc qui ne sont pas des clones. Et du coup, ça fait aussi qu'on va pouvoir sélectionner parmi ces céréales celles qui sont le mieux adaptées au contexte pédoclimatique de la ferme. Le bec 2 Le bec 2, bah lui, il a souffert. C'est marrant, il a plus souffert là que là. Et là, il est un peu sous l'arbre. Et là, les épis, ils n'ont pas du tout encore commencé à se former en bas de la tige. Les bourgeons floraux, ils sont présents dès la naissance de la tige. Ah ouais. Donc tu as déjà les bourgeons floraux quelque part ici. D'accord. Mais on ne peut pas dire que quelque chose soit formé, tu vois. C'est au stade vraiment embryonnaire. D'accord. On sent que l'étude prend corps. Ils nous ont montré véritablement comment étudier chaque pied, chaque épi, les mesures à prendre, le protocole est arrêté. Donc c'est tout de suite rassurant quand on est emmené dans un chemin, tu vois, quand on est guidé dans une démarche scientifique et sérieuse. Tout en poursuivant leur recherche de solutions alternatives, ils continuent de façonner une nature idéale. Au total, ils ont déjà planté près de 9000 arbres et arbustes. Et comme à chaque fois, ils organisent l'aménagement des lieux avec la production de fruits, de baies ou simplement de bois de chauffage. Avoir les mains dans la terre ne les empêche pas aussi d'avoir le sens de la communication. Lorsqu'il n'est pas avec un outil dans les mains, Charles est devant son ordinateur ou avec ses pinceaux. Il écrit et illustre des livres et des guides pour faire avancer cette idée d'un autre modèle agricole. On a un point commun avec Perrine, c'est qu'on adore explorer et on adore partager, transmettre. Alors, on n'est jamais qu'une petite bonne femme, un petit bonhomme parmi 7 milliards d'autres. Mais si on peut apporter notre petite contribution, on se sent moralement tenu de devoir le faire. C'est un peu comme une sorte de course de relais, quoi. Nous, on a reçu le flambeau de décennies de travaux, notamment d'Eliot Coleman, de John Jevons, etc. Et on a apporté notre petite quête menée ici. Et on essaie de repasser ça à des gens qui feront mieux que nous, ailleurs, dans d'autres contextes. Donc ça, c'est la plus belle des récompenses. Charles et Perrine ont ouvert une voie. Aujourd'hui, de nombreux candidats au métier de la terre s'inspirent de leurs méthodes et les sollicitent. Ce travail d'accompagnement et de conseil, ils essaient d'y répondre à distance, mais aussi, parfois, en se déplaçant. C'est de l'essaimage, c'est-à-dire faire en sorte qu'à partir de la ruche mère, ça essaime un petit peu partout et qu'il y ait des petites abeilles qui créent leur micro-ferme sur tous les territoires. Et de fait, c'est bien de pouvoir aider ces gens-là et de faire en sorte qu'ils ne commettent pas
trop d'erreurs dès la conception du projet pour ne pas payer ces erreurs-là un petit peu plus tard, quoi. Entre les serres et là, t'as combien de mètres carrés? J'ai 360 mètres carrés. Ah ouais, mine de rien, ouais. Là, tu mets du copeau et tu récupères quoi? C'est du foin. Foin, et ça va? T'as pas trop de graines dedans? Non, ça va. C'est pas le copeau, c'est top. Là, ça va? T'as pas trop quand même d'épaisseur? Ça le fait? Ah oui, oui. Au bout d'un De toute façon, c'est tes allées, quoi. Oui, c'est mes allées, c'est mes passe-pieds. Puis au bout d'un an. Docteur en biotechnologie, ancienne enseignante, Fanny effectue une reconversion radicale. Elle a obtenu le statut d'agricultrice depuis peu de temps et désormais, elle doit se confronter aux aléas du métier. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ouais. Ah, c'est beau ça. Mais c'est froid, hein? C'est froid, hein? Incroyable. C'est pour ça que semer en ce moment, mais c'est encore trop froid. Mais elle est belle la terre, hein, quand même. T'as des endroits un peu abrités du vent? Non. Bah, c'est le problème ici. C'est le problème ici. Ouais. C'est le problème ici. Mais bon, faut Et tenter. pourquoi tu fais pas une haie un peu forme de forêt-jardin en haie et puis derrière tes arbres un peu fragiles? C'est ce que je me disais. Ouais. J'ai pris un congé parental pour mes 2 derniers enfants et on a acheté cette maison. Et je me suis retrouvée les mains dans la terre pour l'autonomie alimentaire de mes enfants. Et après, il a fallu que je retourne à la fin de mon congé parental travailler. Et je me suis aperçue que j'en avais plus envie. Donc j'ai découvert le Bec et Loing. Et je suis tombée amoureuse de cette ferme. Et je me suis dit un jour, j'aurai ce petit paradis chez moi. Et voilà, je suis en train d'y arriver tout doucement. Après toutes ces années à tenter des expériences, à soigner un petit bout de terre et à vouloir préserver la nature autant qu'il leur est possible, Charles et Perrine n'ont rien lâché de leur rêve initial. Ensemble, ils continuent d'avancer avec la même détermination. L'aventure qu'on vit avec Perrine, elle est pleine d'espoir. Je trouve qu'elle est pleine d'espoir. On n'est pas condamné à détruire la planète pour satisfaire les besoins des humains. Cessons de détruire. Réparons les conneries qu'on a faites, reconstruisons. Et en plus, ça donne un sens à ta vie. C'est exaltant parce que tu te sens un petit peu utile. Notre passage sur cette terre est plein de mystères. Quand tu nais, la seule certitude, c'est que tu vas mourir quelque part. Alors, on vit dans un océan de questions, mais peut-être que le fait de se dire « mais je contribue un tant soit peu, même pour un micron, à la beauté du monde et au bien-être d'autres formes de vie, ben ça te remplit ton existence. Ça ne répond pas à toutes tes questions, mais ça donne un sens à ta vie.